Aujourd'hui, le Barolo est considéré un grand vin au niveau mondial. Chaque année, 14 millions de ces bouteilles arrivent dans 150 pays différents et le nombre de connaisseurs est en constante augmentation. Pour comprendre les raisons de ces succès, il faut revenir aux origines du Barolo. Une histoire antique, noble et profondément liée aux événements historiques et politiques de son territoire d'origine, les langues, et de son pays, l'Italie. Cela sera un voyage exaltant et aventureux. Mettez-vous à votre aise. Avant toute chose, les raisins. Le Barolo est produit uniquement à partir du cépage Nebbiolo, cultivé sur 11 communes de Langhe, dans le Piémont, légèrement au sud de la ville d'Alba, sur une superficie de 2000 hectares. L'origine du nom Nebbiolo est suggestive. Elle pourrait dériver de la pellicule blanchâtre qui recouvre les graines du raisin ou de l'époque tardive des récoltes pendant laquelle les collines sont émergées dans les brouillards. On associe souvent le Nebbiolo au seul Langhe, mais en réalité, ce cépage est également présent en Valle d'Aoste et en Lombardie. N'oublions pas non plus que dans le Piémont, le Barbaresco, le Roero et le Gattinara sont aussi des vins prestigieux produits à partir du cépage Nebbiolo. L'origine de la viticulture est antique. Ce furent les légions romaines, des passages le long des routes consulaires, à développer la culture du raisin pour approvisionner les soldats en marche vers la Gaule. On sait que l'empereur Elvio Pertinace, d'origine d'Alba, céda des terrains incultes pour cultiver les vignes avec un privilège d'exemption d'impôts de 10 ans. À la chute de l'Empire romain et pendant tout le Moyen Âge, ce sont les moines et les évêques qui ont préservé la culture du raisin et du vin, alors que la région subissait toute une série d'invasions. Le nom Nebbiolo apparaît pour la première fois dans les statuts de la Morra en 1511 comme un cépage à protéger. Il démontre la peine infligée à qui coupait les raisins sans autorisation, amputation de la main droite, voire pendaison. Il faudra attendre le XIXe siècle, le siècle des révolutions et des changements, avec 3 figures clés. La plus importante, une Française, Juliette Colbert, célèbre philanthrope et femme de Tancredi Falletti, consul empire de Napoléon, dernier marquis de Barolo et propriétaire d'importants domaines entre Barolo, Serralunga et la Morra. C'est elle, Juliette, qui donna le nom Barolo au Nebbiolo, produit dans les caves de son château. Dans un village voisin, à Grinzane, vient d'être nommé en tant que maire Camillo Benso, comte de Cavour, futur premier ministre du règne d'Italie. Cavour aussi se passionne pour le vin et fait venir de France l'œnologue Oudard. La très catholique marquise Juliette et le tombeur de femmes Camillo trouvent le moyen de collaborer et la qualité de leur vin séduit le souverain de la maison de Savoie, Carlo Alberto. C'est à lui et à son fils Vittorio Emanuele II, premier roi d'Italie, que l'on doit l'amélioration du Barolo et sa diffusion auprès des principales cours d'Europe. C'est à cette période que fut attribué à Barolo l'épithète de roi des vins et vin des rois. Tandis que le Barolo commence à prendre pied en Amérique, c'est d'Amérique qu'arrivent des maladies dévastatrices. C'est surtout la phylloxéra qui, au début du XXe siècle, font disparaître une bonne partie des vignobles européens. Les 2 conflits mondiaux détruisent tout sur leur passage, Barolo y compris. La reconstruction fut lente et laborieuse, tandis que les jeunes trouvaient un emploi chez la Fiat à Touraine
ou chez la Ferrero à Alba. La génération de leurs parents continuait, non sans difficulté, la tradition de la viticulture. Les œuvres des écrivains piémontais Cesare Pavese et Beppe Fenoglio sont les témoins de la dureté de cette période. La Renaissance remonte seulement à 1966. Cette année-là, le Barolo devient le premier vin en Italie à obtenir la denominazione di origine controllata, qui deviendra denominazione di origine controllata e garantita de 1940. Mais observons de plus près comment sont faites les langues et essayons de comprendre pourquoi le Nebbiolo s'est si bien adapté à ces territoires. Le nom langue vient du mot langue, pour la forme longue et étroite de ces collines. Leur origine remonte au Miocène, lorsque la poussée de la plaque tectonique africaine fit émerger de la mer les Alpes et l'actuelle plaine de la rivière du Pô. Donc, pendant 2 millions d'années, les langues furent une zone submergée. Mais une fois les terres asséchées, elles prirent leur forme actuelle. On parle de 1,5 million d'années et en termes géologiques, c'est très peu. Ce sont donc des terres jeunes. Quant à sa morphologie, les langues sont sans roche et sujettes au glissement des terrains, car riches en marnes calcaires bleues ou blanches qui sont imperméables à l'eau. Dans la partie occidentale de la région du Barolo, où se trouvent les communes de La Morra et Barolo, la marne calcaire bleue est davantage, ce qui donne des vins élégants et parfumés. Dans la partie orientale, autour des communes de Castiglione Falletto, Serralunga et Monforte, la marne calcaire blanche donne origine à des vins plus austères et robustes. Dans les deux zones, ils sont obtenus des vins très complets et capables d'évoluer au fil du temps. Le climat, c'est un facteur décisif. Les langues ont une position idéale, à peu près à 40 km de distance de la mer et de la montagne, à proximité du 45 parallèle. Les collines du Nebbiolo sont plutôt raides et vont de 200 à 500 mètres d'altitude. Les pluies sont faibles et se concentrant au printemps. En été, la luminosité est de plus en plus forte et une attention particulière doit être prêtée aux raisins pour éviter des brûlures. Le risque majeur vient de la grêle, qui peut parfois endommager les vignes. Heureusement, toujours très circonscrite. La saison du Nebbiolo est longue. Elle commence avec la floraison début d'avril et se termine au mois d'octobre, parfois outre avec la vendange. Le Nebbiolo est une variété très vigoureuse qui nécessite taille continue, opération faite entièrement à la main. Dans la zone du Barolo sont présents plus de 300 producteurs, pour la plupart dont des entreprises artisanales. Chacun d'entre eux donne au vin sa touche personnelle. Si dans l'année 90, des grands débats opposaient les différents styles de vinification à référence au type d'affinage, barrique française ou grand fût, aujourd'hui prévaut une approche qui conjugue la meilleure des techniques avec l'esprit de la tradition. Les attentions sont actuellement portées sur la valorisation des caractéristiques organoleptiques de la vigne d'origine, ce que l'on appelle les crus. Dans les langues, cette technique était déjà adoptée au XIXe siècle par des petits producteurs qui de cette façon voulaient se différencier des grands producteurs qui avaient l'habitude de mélanger les raisins des différents terroirs pour créer un produit homogène année après année. C'est mon père, Renato Ratti,
qui a repris et développé la philosophie des crues à partir de la moitié des années 60, soit avec la production d'un Barolo d'une seule crue, soit avec la réalisation de la première carte des vignobles historiques du Barolo. Cette carte mettait en évidence 44 zones classifiées suivant le modèle emprunté à la Bourgogne, avec des terrains de première et de seconde catégorie. Le travail cartographique aboutit 50 ans plus tard, en 2010, avec la réalisation de la carte officielle du Barolo, qui prévoit 170 zones, les crues, justement. Nous voici arrivés à la fin de notre histoire. Nous avons raconté la planète Barolo et les raisons pour lesquelles il est considéré le plus grand vin italien. Issu d'un seul cépage, le Nebbiolo, culture en petites parcelles, superficie et production limitée, subdivision en crues, complexité et capacité d'évolution dans le temps. Mais surtout, en amont de ces succès du Barolo, il y a l'homme. Les traditions, l'expérience et le savoir-faire transmis et renouvelés par des générations d'artisans vignerons qui ont su trouver avec leur terroir le juste équilibre. Si aujourd'hui l'UNESCO reconnaît ces paysages viticoles des Langhes comme patrimoine de l'humanité, nous le devons à tout cela. Notre devoir est de faire en sorte que la qualité de notre environnement, de nos vignes et de notre vin soit toujours au centre de notre travail. Ceci est le défi qui a été lancé par nos pères, ceci est l'héritage que nous léguerons à nos fils.